Benjamin Boivin, le gouvernement du Québec de François Legault a annoncé cette semaine une hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens et étrangers afin de rétablir une plus grande équité dans le financement des universités et de protéger la langue française au Québec. Je me demandais, Benjamin, est-ce qu'une politique qui vise à favoriser la protection d'une communauté nationale particulière, bon, dans ce cas-ci, c'est les francophones, est-ce que ça peut être compatible avec, je dirais, un esprit chrétien de charité? Oui, je pense que c'est tout à fait le cas. Là. Dans le cas de cette politique-là, dans le fond, il y a une recherche aussi de rétablissement de l'équité sur le plan économique. Mais d'abord, comment poursuivre une politique de protection d'un groupe identitaire avec un esprit de charité? Il faut comprendre que l'idée derrière ce genre de politique-là, c'est pas nécessairement d'exclure les anglophones ou de limiter leur place dans l'espace public. L'objectif, c'est de faire en sorte que la communauté canadienne-française en Amérique du Nord, et puis en particulier au Québec, puisse continuer de fleurir puis d'être une communauté, de s'offrir au monde, de faire partie d'une grande diversité de réalités nationales qui est voulue par Dieu en un certain sens. Benjamin, je t'interromps. Là, il y a sûrement En tout cas, je connais, moi, des gens personnellement qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas de quoi tu parles. C'est quoi la politique en question? Bon, dans le fond, au Québec, on a des droits de scolarité qui sont des tarifs qui sont pour les citoyens québécois, les résidents québécois plutôt. On a aussi des tarifs différents pour ceux qui sont d'autres provinces et enfin des tarifs plus élevés pour des étrangers. Et donc, la politique du gouvernement, ça a été de doubler le coût des frais de scolarité pour les résidents, les citoyens canadiens qui viennent étudier au Québec. Doubler, ça paraît beaucoup. Oui, ça paraît beaucoup, mais actuellement, les Canadiens hors Québec paient présentement environ 9 000 $ pour les frais de scolarité et c'est vraiment beaucoup moins que la moyenne dans l'ensemble des provinces. Là, par exemple, un Ontarien qui va à l'université en Ontario, à l'Université de Toronto, par exemple, paie beaucoup plus pour aller à l'université dans sa propre province, là où il paie ses taxes et ses impôts, qu'il ne le fait lorsqu'il vient au Québec. Donc, ça a pour effet d'attirer des populations de toutes les provinces anglophones du Canada vers 3 universités en particulier, les 3 universités anglophones du Québec, McGill, Concordia et puis Bishops. Et puis, ça crée une certaine inéquité en un certain sens parce que les Québécois qui paient des taxes et des impôts font en sorte que ces universités-là peuvent continuer de fonctionner, alors que des gens qui viennent ici exclusivement là, pour étudier et retourner dans leur province par la suite, bénéficient de l'État-providence généreux québécois pour éviter de payer des frais de scolarité très élevés. Donc, jusqu'à récemment, en fait, je pense que ça va changer à l'automne prochain, là, cette politique-là, jusqu'à l'automne prochain, si je te suis bien, on se trouvait, nous, Québécois, à subventionner des étudiants étrangers, à leur donner un gros rabais sur leurs études ici pour qu'ils retournent ensuite. Par exemple, un médecin ontarien vient étudier à McGill, fait un très bon programme de médecine à McGill, retourne pratiquer à Toronto après. Donc, il y a eu une éducation subventionnée par tout le monde ici autour de la table. L'inverse serait vrai aussi, mais ça arrive beaucoup moins souvent qu'un Québécois va aller étudier en anglais dans une autre province pour revenir ici ensuite pratiquer. Il n'y a aucune raison de le faire parce que probablement, en tout cas, l'une des 2 meilleures universités au Canada, c'est McGill. C'est une université anglophone et puis elle coûte beaucoup moins cher pour un résident québécois. Sans compter le coût de la vie aussi. Sans compter le coût de la vie, le coût d'électricité, en tout cas, différents aspects. Là. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour un Québécois à aller étudier en dehors de la province de Québec, à part pour des objectifs, disons, personnels, subjectifs. Là, j'ai envie d'aller en Colombie-Britannique, je ne sais quoi. Benjamin, revenons à la question de la charité. Comment on peut protéger le français, comme tu disais, sans être nécessairement contre les Anglais? Comment ça peut être positif, que ce ne soit pas, je dirais, un repli identitaire, le fait de protéger une minorité? Je me disais, excuse-moi, Benjamin, en réfléchissant, si on avait dit on veut protéger une université autochtone, les langues autochtones, il me semble que tout le monde aurait été d'accord avec ça. Oui, d'abord, la province de Québec finance très généreusement plusieurs institutions d'enseignement à tous les niveaux d'éducation qui sont anglophones. Donc, là, il y a des universités québécoises dont je viens de parler. Certaines, notamment McGill, font partie des meilleures dans le monde et reçoivent généreusement de l'argent du gouvernement chaque année depuis des décennies et des décennies. Ensuite, la communauté anglophone au Québec jouit de nombreux droits linguistiques qui sont protégés, défendus dans les différentes institutions, les différentes lois. Donc, c'est pas du tout contre la charité que de chercher à rétablir un certain équilibre dans le financement des institutions francophones et anglophones, en sachant que la communauté francophone canadienne, qui est particulièrement représentée évidemment dans la nation québécoise, est très fragile sur le plan démographique et puis jouit pas d'un bassin de population de 95 % de l'Amérique du Nord pour la soutenir culturellement. Donc, essayer d'adopter des mesures comme ça, là, c'est vraiment de nature à faire en sorte que la société québécoise puisse continuer d'être francophone et puis de faire
de faire bénéficier au monde entier de ces traits particuliers, de ces éléments particuliers. C'est ça, dans le fond, c'est de croire que la diversité, c'est bien pour l'ensemble, de croire que le fait que le fait français existe dans le pays et dans le monde, ça va ajouter quelque chose, y compris aux non-francophones. La prémisse, évidemment, c'est que cette diversité-là est bonne. Et puis ensuite, comment faire en sorte que cette diversité-là se maintienne? Ça implique dans certaines circonstances qu'une communauté qui est plus fragile doit prendre des moyens pour se protéger elle-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si la société québécoise n'est pas capable de se maintenir dans l'être par des mesures comme celle-là, elle ne sera pas capable de faire bénéficier aux autres communautés des apports qu'elle a fournis. Je pensais qu'il y a juste Dieu qui maintenait dans l'être, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a aussi le fait que c'est pas une mesure qui vise la communauté anglophone, disons, locale là, du Québec, mais c'est spécialement les apports extérieurs, c'est-à-dire les étudiants qui viennent du reste du Canada et de l'étranger. Donc, c'est que la communauté anglophone de Montréal se sente visée par ça. C'est pas elle la cible. Eux, ils vont pas payer plus cher, les anglophones. De toute façon, les institutions anglophones, puis en particulier McGill, encore une fois, bénéficient de nombreux investissements provinciaux. On peut référer, par exemple, à une excellente chronique de Jean-François Lisée qui a été publiée dans Le Devoir récemment. Il y a de nombreux investissements gouvernementaux qui sont faits dans cette université-là, qui s'échelonnent à des centaines de millions de dollars, voire plus d'1 milliard de dollars. Et puis là, en réaction à cette politique-là, très rapidement, l'Université McGill a été retirée une enveloppe de 50 millions de dollars qui était destinée au financement de l'enseignement du français pour les professeurs, le personnel et puis les étudiants de McGill. Donc, il y a vraiment comme une espèce de conflit culturel qui a l'air d'être perçu de la part de la communauté d'anglophones, mais qui n'a pas lieu d'être. Et puis, il y a un autre aspect aussi à cette politique-là, j'aimerais en glisser quelques mots, c'est l'établissement d'un plancher pour les frais de scolarité pour des étudiants qui sont étrangers. Donc, on ne parle pas d'étudiants canadiens qui viennent s'installer au Québec, mais vraiment des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Un plancher qui est un peu plus élevé que le coût réel de l'enseignement universitaire qu'ils reçoivent. Donc, un certain profit qui serait fait. Et puis, l'objectif de cette politique-là, c'est d'aller investir dans les universités francophones qui vivent avec un déficit de financement par étudiant comparé aux universités anglophones au Québec. Ça se maintient à travers le temps. Si je comprends bien aussi en terminant, si on est étranger à la province de Québec ou d'un autre pays, qu'on parle français ou anglais, le frais de scolarité sera plus élevé. C'est ça, au fond, la logique. C'est pas la langue qu'on parle. Oui, évidemment, mais si on vient d'une province, d'une autre province et puis qu'on vient étudier au Québec dans une université francophone, c'est juste pas un cas de figure qui se produit de manière habituelle. Mais je connais beaucoup d'étudiants étrangers de France, de Belgique ou de certains pays d'Afrique qui parlent français. Oui, mais après, il faut souligner que cette politique-là exclut certaines ententes particulières que le Québec a avec notamment la France et la Belgique qui ne sont pas couvertes par cette politique-là, parce que ces ententes-là ont pour résultat d'avoir des frais de scolarité qui sont beaucoup plus bas que les chiffres qui ont été mentionnés. Merci beaucoup, Benjamin Boivin, tu es responsable des publications Magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir.